Non, moi je suis coach. Moi je suis coach. Alors bonjour à tous, on va se retrouver pour ce 20e épisode. Donc c'est le 20e, donc je suis très content. Et en plus, on est avec Karim Okodem. Bonjour Karim, ça va? Salut Elliot, voilà. Ça va très bien, merci et toi, ça va? Ça va super. Félicitations pour la 20e et content d'être avec vous pour la 20e. Ah bah ça fait plaisir, ça fait extrêmement plaisir. Alors pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter assez rapidement? Donc Karim Mokenem, je suis entraîneur de football actuellement sans club. Voilà, j'habite à Lyon. Je rejoins ma famille à Lyon parce que généralement quand je bouge tout seul. Voilà, je suis papa de 4 enfants et ça fait maintenant plus de 20 ans que j'entraîne et sur ces 20 ans, j'en ai fait 9 au niveau national. Voilà, je fais petit, on va développer après. Ouais, justement, on va développer sur tous les niveaux où tu as entraîné. Tout d'abord, ce que j'aime bien dans le podcast, c'est revenir sur les premiers pas dans le foot. C'est quoi ton premier souvenir que tu as? Les premiers pas, en fait, si tu veux, c'était à titre personnel. J'ai commencé à entraîner relativement tôt, en fait, dans un petit club à Lyon qui s'appelle le club Rodiavez, c'était. Et j'avais 14 ans. J'ai 14 ans, je m'occupais du football d'animation. Et c'est mes premiers souvenirs. J'étais bercé, moi, à Coupe du Monde 82 et l'Euro 84, les belles années françaises, Coupe du Monde 86. Et donc, c'est comme ça que j'ai été bercé par le football. Et j'ai commencé à entraîner, je te dis, à 14 ans. Et pendant quasiment 4-5 ans, je me suis occupé du football d'animation, en fait. Donc, des U7 jusqu'au U13, quoi. Pourquoi directement tu as commencé à entraîner hyper jeune? Mais en fait, si tu veux, j'ai commencé assez tard le football. Parce que, bon, on va en parler un petit peu après, mais j'ai un profil un petit peu atypique où je viens, comme je le dis souvent, du fin fond du monde amateur. Et donc, j'ai commencé quand je suis rentré en sixième, en fait, à 10 ans et demi, quoi, tu vois. Et rapidement, en fait, j'avais des éducateurs. C'était vrais éducateurs, en fait, qui étaient plus que des entraîneurs et qui m'ont rapidement donné cette fibre-là, en fait, certes, d'essayer de bien s'entraîner, bien jouer, mais aussi travailler sur les relations, en fait, humaines. Et rapidement, en fait, ce qu'eux me donnaient, j'ai rapidement eu envie de le redonner, moi, aux plus jeunes du club. En plus, le club, dans ce moment-là, à cette époque, il y avait une forte fibre de bénévolat. Ouais, donc on était engagés et comme c'était pas loin de chez moi, ça rythmait mes mercredis et mes samedis après-midi, quoi. Justement, t'as joué au foot, toi? Moi, j'ai joué, alors sa particularité, c'est que j'ai pas joué à très haut niveau. En fait, j'ai joué jusqu'en régional et j'ai joué, en fait, j'ai fait toutes mes classes au club Rodiavez, après qui est devenu le Lyon West Sporting Club, le LOSC. Derrière, après, j'ai fait quelques années dans le club à côté de chez moi, en fait, le club du quartier. Et puis après, j'ai fait tout le long, en fait, de 18 ans jusqu'au bout au Lyon-Ménival FC. C'est un club du 5e arrondissement. Alors, la référence qu'on donne souvent, c'est le club de Samuel, quoi. C'est plus mon club que le sien, mais c'est là où Samuel Umtiti, là, il est apparu. Il y a Samuel Umtiti, il y a Michael Poté, qui était capitaine du Bénin, l'avant-centre du Bénin, international. Et Seb Flochon, qui joue à Boulogne cette saison. Donc voilà, c'est un petit club de Lyon et j'ai fait toutes mes classes là-bas. J'y vais encore très régulièrement. Pour le côté coaching, justement, en même temps que tu jouais, t'entraînais aussi? Tu faisais les deux? C'est ça. Alors ça, quand je jouais, en fait, jusqu'à 18-19 ans, en fait, je jouais et j'entraînais. Après, à partir de 19 ans, en fait, j'ai arrêté d'entraîner pendant 7 ans pour me consacrer à mes études, en fait. Mes études et la construction de ma vie de famille. Voilà, parce que je suis comptable à la base. Ouais. J'ai plusieurs vies, on va dire, quoi. Donc je faisais mes études, j'étais à Lyon 3, à l'IAE, la manufacture des tabacs à Lyon, à l'université. Donc j'ai fait mes études là-bas pendant 4 ans. Et après, en fait, il y avait encore le service militaire. Donc j'ai fait un service militaire ville, SMV, ça s'appelait, où je suis rentré dans une association et après je suis resté 20 ans dans cette association. Donc je bossais et dès que je suis rentré là, je me suis remis à entraîner, en fait.
Voilà, donc je me suis jusqu'à l'âge de 27 ans, voilà. 24 ans, 25 ans, je donnais des coups de main. 26 ans, je donnais des coups de main. Et puis à 27 ans, je me suis remis à entraîner, quoi. Allez, pendant 2-3 ans, dès qu'il y avait un trou, je venais faire le pompier, en fait, quoi. C'était quoi la sauce? C'était un centre social Ok. de Champvert. Donc c'est un centre qui se trouve à Lyon 9e, donc pas très loin de la Duchère et pas très loin de 2-3 quartiers qui sont en ce qu'on appelle en zone urbaine sensible, quoi. Voilà, c'était les zones urbaines, les quartiers classés, on va dire. Donc sur l'aspect, donc le matin, je faisais la comptabilité. Et l'après-midi, en fait, je développais des projets avec les jeunes en lien avec la ville, l'État et la région, en fait. Donc c'était riche. Et le soir, j'allais entraîner. Ok, c'était pas trop chaud? Niveau emploi du temps? Si, parce que, mais après, j'ai toujours eu en fait cette fibre humaine, sociale aussi. Donc l'histoire j'ai eu la chance d'avoir une bonne éducation. Voilà, j'ai reçu une bonne éducation. J'en remercie mes parents d'ailleurs. Et si tu veux, j'ai toujours croisé des gens positifs. C'est-à-dire que moi, quand j'ai démarré dans le football, je te dis, les éducateurs que j'ai eus, ils m'ont donné envie d'entraîner. Et puis de rendre sur l'aspect humain, parce que c'est plus que l'entraînement. Voilà, on récupérait les gamins, on les amenait, des fois on les ramenait. Après, derrière, dans mon travail, j'ai toujours eu aussi cette envie de rendre, en fait, de donner tout ce qu'on peut donner aux gens, quoi. Parce qu'on est souvent en train, des fois, de se plaindre. Ouais, ce qui nous arrive, etc. Mais au final, je suis content je suis content de mon parcours, je suis content de ce que j'ai fait, mais c'est pas l'apothéose, hein, mais c'est bien de rendre à tous ces gens-là, en fait, à un moment donné, quoi. Ouais, tu Donc, voulais transmettre. j'ai pas entendu, excuse-moi. Je voulais transmettre. Ouais, voilà, transmettre, c'est tout à fait ça. Et donc, c'était un emploi du temps bien chargé. Et j'ai fait, si tu veux, et après, avec les copains, on est monté jusqu'en régional. Donc, on joue en départemental, on est monté en régional. Donc, après, je suis devenu entraîneur. Et c'était en 2000, à partir de 2004-2005. Et 2005-2006, j'ai passé mon brevet d'État, premier degré, en fait. Tu vois. Tu l'as dit, t'as fait des études de comptabilité. Pourquoi? T'es pas resté juste dans le foot? Non, Pourquoi tu parce voulais qu'en voir fait, autre chose? moi, je suis un petit peu un cas à part, j'ai envie de dire, quoi. Je suis pas unique, hein, il y en a plein comme moi. Mais au début, si tu veux, il faut remettre ça dans le contexte des années. Moi, je sortais pas du monde professionnel. C'était les années 91, j'arrête d'entraîner. Donc, tu vois, je fais mes études. 92, c'était 92-93. Je fais mes études. Donc, et après, l'idée, c'était de travailler dans la vie active, parce que pour moi, c'était du bénévolat ce que je faisais. J'étais pas, j'aimais entraîner, j'aimais ça, mais il fallait gagner sa vie. Et donc, j'ai gagné ma vie correctement avec les études que j'avais faites, mais j'étais pas spécialement épanoui. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'après, quand je suis entré dans le social, j'ai passé un master, en fait, en sociologie développement local. Parce que l'idée, après, c'était de devenir chef de projet, en fait. Voilà, c'est pas du tout entraîneur, c'est devenir chef de projet, mais toujours, l'entraîneur, c'est aussi un chef de projet à un moment donné, quoi. Ouais, Donc, c'est un leader. ouais, c'est ça. Donc, si tu veux, j'avais fait ce master à Lyon 2, à Bron, à la fac de Lyon 2. Et, donc, en 80, tout ça, c'est les années 90, tu vois. Et à aucun moment, je me disais que j'allais vivre de ma passion à ce moment-là. Voilà, je bossais, j'entraînais le soir. Et puis, en 2009, je divorce. Je divorce en 2008. 2008, je divorce. Et puis, j'ai un fils de 5 ans. Donc, je me dis, je vais prendre un peu de temps pour m'occuper de mon fils. Donc, j'arrête d'entraîner, quoi. Je veux arrêter d'entraîner plutôt. Et je fais une formation en prépa physique parce que j'aime bien toute la diversité de l'entraînement. Je fais le DU européen à Lyon de prépa physique. Et j'avais eu mon brevet d'État en 2006. Je fais ça. Et puis de là, il y a Patrice Oisard, en fait, qui est au Minguette. Et donc, je lui dis, Pat, voilà, j'ai besoin de faire 2 séances par semaine, ça te dérange pas? Il me dit non. Et puis, quand je fais les 2 séances, la première fois où je viens, en fait, il n'y avait pas d'adjoint, Pat.
Il n'y avait pas d'adjoint et il y avait du monde. On était vraiment nombreux. Et il me regarde, il me dit waouh. Et il me dit bah écoute Karim, tu peux venir tous les jours. Je dis bah c'est les vacances machin. Et puis après j'y suis allé tous les jours en fait quoi. De arrêter à machin, j'y suis allé tous les jours. Et on a fait une super saison. Et pour moi en fait je passais du niveau régional au niveau national 3, N3 CFA2. Le CFA2 c'était à l'époque. C'était le vrai CFA2, le CFA2 dur. Voilà. Et je passe 4 années au Minguette. Et à la fin de la première année, en fait, Pat, sa femme, il y a peut-être une mutation professionnelle, donc il doit arrêter. Et à l'époque, c'était Ahmed Zouak, le président, et Alain Réal, le papa d'Enzo Réal, en fait, qui était président d'honneur. Enzo, qui a joué à Lorient, qui est formé à l'OL, qui est devenu manager là, au club de Gaulle cette saison-là. Il a Gaulle, Enzo, ouais. Voilà. Mais dans un poste maintenant de manager, directeur sportif, j'ai envie de dire quoi. Et depuis peu, hein, c'est tout chaud ça. Et donc, Alain me dit bon voilà, Karim, bah, c'est toi qui vas prendre l'équipe. Nous on veut pas un autre entraîneur. Ça s'est bien passé avec toi et Pat cette saison. Bah, Pat il part, c'est toi qui prends l'équipe. Trouve quelqu'un pour te couvrir parce que j'avais pas le diplôme à l'époque. C'était très direct. Hein. Voilà, et c'était le management d'hommes. Voilà, tout ce qu'on avait à se dire, on se le disait, mais on se le disait pas, on se le disait les yeux dans les yeux. Et donc, ça démarre comme ça, en fait. Donc, j'arrive au Minguette, c'est la saison 2009-2010. Et avant ça, j'avais fait j'avais fait de la D2, de la D1, de la D3, D3, D2, D1, j'avais fait, pour te dire. Hein. Et j'avais fait de la R3. Et puis, je me retrouve en N3. Et la réserve, elle était en F3, donc on l'a fait monter en R2. Donc je donnais un coup de main aussi à Nordin Kari, qui est au Minguette, qui était l'entraîneur de la réserve. Pareil, on est en R1 derrière, donc c'était bien. Donc j'ai connu tous les niveaux. Ouais, t'as connu presque tout. Ouais, j'ai connu de la D3 jusqu'à la nationale. Tous les niveaux. Tu voyais déjà une différence des niveaux, enfin même dans comment les clubs étaient structurés déjà? En fait, si tu veux, à l'époque, le truc, c'est que sur la région Rhône-Alpes, honnêtement, il y avait un gros vivier. Un gros vivier de joueurs. Et des joueurs, franchement, qui pour certains, jouaient en R3, même en D1 des fois. Donc, c'était l'excellence de district à l'époque. Promotion d'excellence, excellence et PHR. Mais franchement, pour certains, ils pouvaient jouer en N3. D'ailleurs, moi, les 3 premières saisons que je fais les 4 ans que je fais au Minguette, on n'avait pas d'argent, donc il fallait être malin. Donc j'allais recruter en fait les joueurs parfois en R1, mais je recrutais beaucoup en R2, R3 et j'avais fait 2 joueurs de D1. Quand j'avais fait les 2 joueurs de D1, Romuald Venet et Raphaël Lopez, les deux ils me disent donc les hommes me disent mais il est fou lui. Il va prendre des joueurs de D1 pour jouer en National 3. Et cette année-là en fait on fait 8e de finale de Coupe de France. Avec Raph et Romu qui sont énormes. Romu, les meilleurs buteurs de la Coupe de France, je crois, sur la séquence avec nous. Et puis Raph qui fait des gros matchs. Et en fait, on avait fait vraiment une top saison avec des joueurs en fait qui venaient vraiment d'en dessous. Mais après, sur le niveau du footballistique, ouais, j'avais vraiment senti en fait, si tu veux, que le National 3, parce que c'était Fougis, le CFA2. Voilà, c'était le CFA2. Tu vois. Le CFA2 de l'époque, c'était vraiment, franchement, c'était costaud, quoi. Tu vois, c'était vraiment des bonnes équipes, des gros déplacements. On était quart de France. Tu vois, donc tu jouais Pontarlier, puis tu jouais Corté en Corse, quoi. Tu vois, bah, donc tu vois, tu jouais tout le monde. Ouais, c'était costaud. Et les joueurs, ils étaient vraiment. Il y avait un certain niveau. Et ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que ces joueurs-là, ben, en gros, il y en a certains encore qui ont arrêté leur carrière il y a 3-4 ans. En fait, ils ont vraiment duré, en fait. Et les jeunes, ils avaient du mal à prendre le relais, quoi. Justement, la Coupe de France, c'était comment? Ouais, c'était fantastique. C'est une de tes meilleures expériences? Parce que je pense que ça a été la bascule pour moi là-dessus. Parce que même quand j'étais au Minguette, je me disais pas je vais gagner ma vie du football. Tu vois, j'étais en National 3. Alors ouais, je vois ce que tu veux on dire. s'entraînait encore le soir. On s'entraînait le soir. Donc, les journées étaient bien rythmées. Hein. Donc, je bossais au bureau de 9h à 17h30. 17h30, prendre la voiture, j'allais au Minguette.
Et on s'entraînait de 19h à 20h30, 21h. Voilà, donc on essayait avec des joueurs qui n'étaient pas payés. Ouais, bah ouais. On n'avait qu'une chose, on a fait la prime de match, c'était 250 € non négociables. C'était la seule chose que tout le monde avait, c'était la prime de match. Donc à chaque fois, voilà, ça me fait rire parce que des fois, je m'en souviens, un match, en fait, on gagne 1-0, on marque à la 95e et les joueurs, ils appelaient le buteur du jour l'homme qui valait 250 balles. Voilà. Donc, si tu veux, c'était ça. Et puis, c'était l'esprit. Alors, c'était dur, hein, parce qu'autour de nous, déjà à l'époque, tout le monde payait. On était un des rares clubs qui ne payait pas. Ouais, qui payait pas. Mais chaque année, on arrivait. Bon, on se faisait piller toutes les années. Hein. Toutes les années, on se faisait piller. Mais c'était logique, parce que ça veut dire aussi qu'on travaillait bien. Mais pas que moi ouais, qui travaillais bien. c'est C'est-à-dire que le reconnaissant, club quoi. travaillait bien. On travaillait bien à la formation. On travaillait bien au niveau de l'équipe réserve. On travaillait bien au recrutement. Et les joueurs qu'on avait, on avait du mal à... Alors, on avait les grognards. Voilà, au Minguettes, j'ai eu la chance d'entraîner la dernière génération de grognards des Minguettes. C'est-à-dire Stéphane Grand-Turco, Samir Dawadji, Sofiane Adjimi, ça parlera pas à tout le monde, Samir Mertani. C'était des joueurs, en fait, qui ont fait une bonne carrière amateur, qui ont joué en CFA, CFA2, et qui sont venus finir leur carrière là où ils avaient commencé, en fait. Voilà, donc c'était sympa. Et pour revenir à ta question sur la Coupe de France, c'était l'année 2012-2013. L'année 2012-2013. Et en fait, pour la petite histoire, le club, il n'avait jamais dépassé le 8e tour de Coupe de France. Et chaque année, c'était... Et moi aussi, hein, l'année d'avant, je n'avais pas coupé. Hein, se faisait sortir par... toujours, on était la risée. Voilà, l'année d'avant, on se fait sortir au 5e tour par une R3, par une PHR, Savigny-Montbrison. Tu t'en rappelles, hein. Tu t'en rappelles du nom. Ouais, ben oui, ouais, parce qu'il y avait un destin lié, parce qu'on les retrouve l'année d'après, mais on les retrouve en 32e de finale. Ok. Voilà, donc on mène 1-0 là-bas, et puis tu sais, on prend 2 buts quand on se fait éliminer, on prend 2 buts, reprise de volée extraordinaire, et puis un coup franc, le mec il est à 40 mètres, je le regarde, je dis non, il va pas faire ça quand même, il nous respecte pas, il veut frapper de 40 mètres et compagnie, le mec c'est un gaucher, Roberto Carlos, il me la met, il nettoie la lucarne. Tu perds 2-1 en fait, tu vois, tu perds. Je me dis, waouh, tu vois. Et l'année suivante, en fait, quand on fait le parcours, donc ça démarre, on a les équipes de niveau régional, et puis on avance, et puis on se retrouve à tirer Grenoble, le GF38 qui est en CFA avec Abdallah Zoubir. Je sais pas qui joue aujourd'hui il joue en Azerbaïdjan, dans la Zoubir, qui fait la Coupe d'Europe, tu vois, qui est un Ok. Ah ouais, je vois très bien. Ouais. À Karabakh, il joue avec Yassine Benzia. Donc, tu avais des joueurs comme ça, tu avais vraiment Malek Charak. Il y avait vraiment des très bons joueurs à Grenoble, et puis on les reçoit au 7e tour. Bon, c'est dur, 1-0, on égalise au bout du temps additionnel, 1-1, prolongation, penalty. On gagne au penalty. 8e tour, on tire Villefranche-Saint-Jean-de-Beaulieu, R2, ou R1, c'était là-bas. Donc on se déplace, on est nul, on est éclaté, on est nul ce jour-là. On gagne au penalty. Passe l'hiver, 32e de finale, Savigny-Montbrison. Putain, Savigny-Montbrison. Alors les vieux démons, si on se fait sortir et compagnie, et si ça. Et on était sur le parking avant de partir, on se souviendrait toute ma vie. Et j'avais rappelé un ancien aux affaires, et il arrive, il dit, bon les gars, j'ai regardé les bookmakers, tout le monde nous met gagnant, la cote elle était énorme pour nous. Elle était petite, et c'était énorme pour vous. Pour Savigny-Montbrison en fait. Si tu veux, non, c'est la cote pour Savigny qui était. Ah ok. Donc il dit quoi? Et on était là, il dit, on gagne pas d'argent, on gagne rien, on va tous retirer 1 000 €, on joue 1 000 € contre nous en fait. Mais en rigolant, il dit ça, on est plein de rire et compagnie, on part. Putain, c'est pas, on est mené 1-0 à la 85e. On est mené 1-0. Wow. Oh, les vieux démons. Et on se dit, non, ça y est, les vieux démons qui ressortent, on va encore se faire sortir par une R3, 32e. On égalise. Pareil, au bout du temps additionnel, on égalise 1-1. Rebelote, on se qualifie au penalty. Donc 32e de finale, bim, tu te qualifies au penalty. Et derrière, on tire le poiré sur vie. Oswald, c'était Oswald Tanchot, l'entraîneur.
Voilà, première fois. Et il débarque. Là, je pourrais te citer quasiment toute l'équipe. Hein. Et, Je te rappelle. parce que devant, il joue avec Kevin Lefebvre et Moussa Marega. Moussa Marega, je l'ai vu en demi-finale de Ligue des Champions avec Porto après. T'avais Kevin Dasneves au milieu, Bilal Hamzaoui, il y avait Freddy Rocher qui jouait là-bas, il y avait Ernesto Seca, Pichot dans les buts, Romu Mari, il y avait le capitaine de Lorient, emblématique aussi, le latéral gauche, là, Vincent Le Goff, tu vois. Et ils avaient une équipe, tu vois, il y avait Manuel Bourgault aussi, qui a fait une bonne carrière. Et donc, on voit démarquer l'Armada. Et puis, quand ils sortent à l'échauffement, ils sortent et ils étaient 3 prépas physiques, 2 adjoints. Non, mais on sort. Je dis quoi, ça? Venez, on regarde pas l'échauffement, on regarde de l'autre côté. La rebelote, on fait vraiment un gros match. Et vraiment, on fait un vrai match. Hein. Et à l'époque, moi, je jouais beaucoup à l'époque en jouant en 4-2-3-1, beaucoup, tu vois. Je joue en joueur, un petit peu comme on a joué Stade à Sochaux, quoi. Et on tient. Allez, on les amène au penalty. Et vas-y, le 4e, on les sort au penalty. Allez. Donc, tu as fait 7e, 8e, 32e, 16e. On tire Nancy. Nancy, c'était l'année où ils descendent, mais ils avaient un regain de forme, en fait. Ouais. Et j'étais avec un copain, je lui dis, viens, il joue à Marseille au Vélodrome. Donc, j'avais appelé Franck Passy. Franck Passy m'avait filé, m'a dit, tiens, l'analyse de ce qu'on a fait, etc. Et puis, tiens, je te mets les places, tu viens. Donc, je vais là-bas, on supervise. Et sur le chemin du retour, je me suis dit, wow, ça va être compliqué. En plus, ils avaient gagné 1-0. Nancy, ils avaient gagné 1-0 à Marseille. Bon, on les joue. Et puis, franchement, on fait un vrai match. Vrai bon match. Et le Nancy, c'était, il y avait Romain Grange, il y avait Moukanjo, il y avait Oscar Aboué, voilà, puis Grenier, Lotiès, et j'en passe, quoi. Et puis, fin du match, 0-0. Fin de la première prolongue, 0-0. On se dit quoi? On va la refaire, tu vois. Et on arrive donc, mais à la mi-temps de la prolongation, on a cru qu'on était déjà au penalty, en fait, et on se fait punir. Moukanjo, il marque à la 106e, et puis Ayas, il marque à la 120e, on perd 2-0, mais on fait un super match, tu vois. Ouais, pas de regret, quoi. Ouais, c'était fantastique, 0 regret. Franchement, on a vécu une aventure humaine, et tu vois, on a à l'époque, Luis Fernandez, il travaillait à RMC, et Luis, ça faisait longtemps qu'il n'était pas rentré au Minguette. Donc, du coup, il est venu faire l'émission. On a fait l'émission. Le président des Minguettes, Ahmed, il tient le bar PMU à la Barnaise. Donc, c'est un quartier des Minguettes en bas. Et c'est le sud, comme on l'appelle, quoi. Et en fait, Louis, on a fait l'émission là-bas avec Ali Benarbia. C'est des souvenirs fantastiques. Voilà, t'avais Paco Bandera qui était revenu, Alain Caveglia qui était revenu. Voilà, tous les anciens des Minguettes qui étaient là. C'était vraiment sympa. Et cette année-là, en fait, je vais à la finale, la Coupe de France. C'était Bordeaux-Évian. Et je me dis, je vais aller entraîner là-bas. Je vais y arriver. Voilà, il y a le déclic. Et c'est là, il y a le déclic. Je me dis, il faut que... Là, voilà. J'ai envie de vivre de ma passion, tu vois. Ouais, c'est à ce moment-là, du coup, je te dis, voilà, il y a le déclic. C'est vraiment cette cette saison-là, la saison 2012-2013, où j'ai vraiment le déclic. Et je me dis, je vais me donner à fond, je vais me donner tous les moyens, il faut que j'y arrive, quoi. Du coup, t'as travaillé de fou pour après signer à la Duchère. C'est ça. Tu sais, Elliot, après, quand tu as un profil comme le mien, un petit peu comme Pierre Sage ici, tu vois, parce que c'est au-delà d'être un ami, on a travaillé ensemble. Pour nous, on n'a pas 36 solutions, c'est le travail. Donc parfois, tu sais, les gens veulent dénigrer un peu notre travail parfois, tu vois. Tu vois, dire, bon, voilà, oui, si, ça. Mais tu peux dire ce que tu veux, mais on sait d'où on vient. Moi, je sais d'où je viens. Donc, mes valeurs, c'est le travail, tu vois, et ça sera toujours le cas. Et si tu veux, par rapport à ça, tu sais, j'ai bossé dur. Et là, je rencontre Mohamed Trial, président de la Duchère, et il me dit, écoute, on a envie de faire un duo l'année prochaine avec Jean-Christophe Deveau. Donc, on aimerait bien que tu viennes. Donc, je rencontre Farid Adjaoud, qui était le directeur sportif à l'époque, avec Mohamed Trial. Et puis, Sébastien Ludulac, maintenant, qui est à la Ligue Rhône-Alpes. Et puis, je signe à la Duche, quoi. Je signe à la Duche. Au début, ça se passe bien, et après, les résultats sont compliqués.
Et c'est vrai que c'était ma première expérience. Le club avait pris le parti de dire, voilà, on va mettre une tête de gondole avec Jeannot Deveau, de Et Jean-Christophe. toi en appui derrière. J'ai pas entendu, excuse-moi. Et toi en plus, tu t'en appuies du coup Ouais, voilà. dans le Et coaching staff. donc, c'était tout à fait ça. Et Jeannot qui était quelqu'un de fantastique, tu vois, vraiment fantastique et très, très gentil. Et ça a du mal à coller avec le prez. Tu vois, c'est pas très bien collé. Et donc, mois de janvier, on est moins bien. On est décembre, janvier, on n'est pas très bien. Donc, Jeannot, il est remercié en janvier. Je récupère l'équipe derrière. Et c'est vrai qu'il y a un switch, pour le coup. Tu vois, quand on parle souvent de le choc psychologique, l'impact. Ouais, c'est ce que ça a fait. Voilà, il y a un switch et on se remet dans la... En fait, on était 13e, 14e, tu vois. Et on remonte et on revient talonner Épinal. Tu vois, Épinal, c'est l'année où il monte. Et donc, on fait match nul à Épinal. Et puis après, tu vois, il fallait qu'on gagne si on voulait espérer. On n'a pas gagné contre Épinal. Et ce qui fait que on a eu fini première partie de tableau, mais on s'est fait un maintien vraiment très confortable, quoi. Et ça a été là, après le président, il m'a dit, écoute, voilà, on part sur un cycle de 2 ans. La première année, je t'assure, elle a été catastrophique. J'ai fait ma première année, là où la première année où je suis tout seul, en fait, elle est catastrophique en termes de, on tombe CFA, poule du Sud. Très compliqué. On n'avait pas fait le recrutement, je trouve, adéquat pour la poule du Sud. Tu vois, ça avait été dur. Et on se maintient. Et c'est là où ça nous a forgé, en fait. C'est une histoire, elle est fantastique, en fait. On gagne pas un match à l'extérieur de la saison. Tu vois, on perd à domicile contre Grenoble, qui joue la montée avec Béziers. L'avant-dernier match. Et dans le même temps, en fait, si le Pontet gagnait, on descendait. Et c'était Alain Olliot, l'entraîneur de la réserve de l'OL. Et la réserve de l'OL va gagner 3-2 au Pontet, en fait. On était avec nos téléphones assis sur le banc de touche, on attendait le résultat. Et on est sauvés. Donc on a encore notre avenir dans nos pieds. Mais il faut qu'on aille gagner à Rodez. Le dernier match de l'année, sachant qu'on n'avait pas gagné une fois à l'extérieur. Hein. On part la veille, etc. On part en mission commando, quoi. On arrive, on mène 1-0. On se fait égaliser 1. Et truc improbable, en fait, j'avais 2 grognards avec moi, 2 anciens, donc Rachid Benayen et Farid Talaoui. Donc 35, 34, 35 ans, 34 ans. Et Farid sur une jambe, Rachid sur une jambe. Donc les deux faisaient un joueur quasiment. Et ben, on ressort le 90e minute, 91e minute. Mon gardien récupère le ballon, il allonge. Rachid qui avait joué, il a été pro, Rachid, il a vraiment de belle carrière. Cale le ballon, il la met à Talaoui qui fait un numéro de soliste pour mettre sur le côté. Mon défenseur central qui part en courant, voilà, Jérémy Romani. Et 92e minute, centre, et tu marques à la 92e minute. Donc, tu descendais, tu te retrouves à plus descendre. Et là, rester. Et en fait, si tu veux, tellement on a vu le désespoir de près. Ouais, ça t'a forgé. Ça nous a forgé. Et on aurait pu croire qu'on allait virer tout le monde. Mais on n'a pas du tout fait ça, en fait. Voilà, pas du tout fait ça. On s'est séparé de 4-5 joueurs, on a recruté 4-5 joueurs. Et en fait, avec la force qu'on avait connue sur cette saison-là, et ben, l'année suivante, on fait quasiment, je crois, notre première défaite, elle après le 12e match ou le 13e match, quelque chose comme ça. On fait 12-13 matchs et on perd au 13e match. Et l'année suivante, on monte en national, en fait. On monte en national en faisant 18 victoires, 8 nuls, 4 défaites. Ouais, j'ai vu les stats, c'est fou. Ouais, les stats, on était meilleure défense, meilleure attaque. Et on avait fait une saison, t'en fais pas 50 des saisons comme ça, tu vois, mais on avait fait ça et puis on avait rien laissé au hasard, mais parce que pareil, on avait bien travaillé sur le recrutement, on avait bien travaillé sur la vie de groupe, sur la vie d'équipe. Franchement, c'était très intéressant, très bien ce qu'on avait fait. Et puis, et cette année-là, en fait, pour la première fois, je dépose le dossier en fait pour aller passer le BEPF. Oh, ok, ouais. Donc, je vais passer les tests de sélection et avec Elisabeth Loisel et Guy Lacombe, c'était. Donc, ça se passe relativement très bien en plus. Ça matche bien avec Elisabeth et avec Guy. Et je suis premier en liste d'attente.
Voilà, parce qu'à l'époque, c'était des sessions de 8. Moi, je suis le 9e, en fait. Donc, moi, je suis pas pris, c'est comme ça. C'était la première fois que j'y allais. On m'avait expliqué qu'il fallait y aller 2-3 fois pour être pris. Et l'année suivante, en fait, on monte en national. Et quand on monte en national, il y a la loi qui passe sur l'obligation pour les entraîneurs nationaux d'avoir le BEPF. Donc, moi, j'ai ma dérogation. Voilà, j'ai ma dérogation. Mais en sachant que si je me fais virer, il faut que je C'est retourne en chaud. dessous. Voilà, Ouais. c'est chaud, tu vois. Mais c'est intéressant. Et puis voilà, découverte du national à ce moment-là, quoi, tu vois. Justement, le national, quand tu le découvres, tu vois directement que c'est vraiment un autre niveau. Rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le N2, avec le N3. Rien à voir du tout. Nous, on arrive déjà, il y a des clubs comme ça, l'Aberration de Châteauroux, il y avait. Tu vois, le PFC. Ouais, il y avait des vrais clubs mythiques historiques français aussi. Ouais, tu vois. professionnel, quoi. Bah, pro, parce que la Berry, c'était un des clubs qui a disputé le plus, si ce n'est encore le club qui a disputé le plus de matchs en Ligue 2, je crois. Donc, tu vois, c'était des vrais clubs pro. Et donc, quand on arrive, nous, avec notre petite étiquette club de quartier, voilà, on a un club de quartier, tu vois. Et puis moi, j'ai eu cette étiquette longtemps, tu vois, parce que je fais 4 ans au Minguette, et là, je fais 3 ans à la Duchère, ça fait 7, on monte, et j'attaque ma 8e saison en club de quartier. Et quand tu as une étiquette dans le football français, c'est dur de s'en défaire. Et donc, on arrive, et là, je vois vraiment le changement, tu vois, tout change. Bah, tu joues le vendredi soir, on joue le samedi à 18h, on joue le vendredi soir. Tes conditions de déplacement, ton médical. Voilà, en national, si tu gères pas bien tout ce qui est déplacement médical, c'est compliqué, quoi. Les déplacements, c'est vraiment encore plus chaud, du coup, à gérer. Ouais, c'est plus chaud parce que en national, c'est une poule unique. Donc, c'est une poule unique, donc tu es sur toute la France. Moi, je m'en souviens, on avait Épinal, on avait Marseille, on avait Concarneau, tu avais Boulogne à l'autre bout de la France, tu avais Pau. Donc là, tu avais fait le grand écart déjà, tu vois, tu avais fait toutes les... Et alors, on avait de la chance parce qu'on était Lyon. Comme on était à Lyon, basé à Lyon, en fait, c'est quand même assez bien desservi, Ouais, même ça va. tarifalement, etc. Mais pour moi, la donnée déplacement, c'est vraiment quelque chose d'important, soit sur le transport, soit sur l'hébergement, tu vois, il faut être bon là-dessus. Et surtout, récupération médicale. Et en fait, nous, c'était un petit club, quoi. On a grandi là-dessus. Mais honnêtement, par contre, on a fait du bon travail parce que on a récupéré des locaux à Alpen des Jeux de Gerland. Et quand je dis récupérer, c'est comme ça, en fait. Ça s'est fait sur un parking. C'est, ouais, il faut machin, si ça. Ouais, mettez-vous là. OK, mais c'était là où il y avait les filles de l'OL avant. Et ouais, donc elles sont les filles, les amateurs pas les pros, hein, pas les pros. Ils me disent, bon, mais mettez-vous là, mais on vous laisse l'aile de ce côté-là pour vous, etc. OK, on peut l'aménager comme on veut, ouais. Allez, c'est parti, tu vas chercher la caisse à outils, puis t'aménages, etc. Et la chance qu'on avait, c'est qu'on avait par contre des très, très, très bons terrains d'entraînement. Voilà, Ah, parce ça, c'est ça que qui a joué. ouais, les terrains d'entraînement, notre terrain d'entraînement était meilleur que notre terrain match. Mais c'était important parce que on avait la chance que il y avait l'OL à l'époque encore. Tu vois, les jeunes de l'OL, ils s'entraînaient à Tola-Vologe. Donc, Ok, du coup, il y avait déjà un peu une collab, et quoi. après, ils sont partis. Tu vois. Mais on cohabitait là-bas. La collaboration avec l'OL et le club de la Duchère, elle fonctionne à cette époque-là? Il y avait 2 types de collaboration. Il y avait la collaboration de terrain, nous et les éducateurs, ma relation, nous, et puis la relation, on va dire, un petit peu Administrative. administrative, tu vois, administrative, j'ai envie de dire aussi politique, tu vois. Ok, ouais. La relation politique. Alors, la relation de terrain avec moi, elle fonctionnait bien parce que moi, quand j'étais là-bas, c'était Max Lachez qui avait la réserve. Donc, on s'entraînait l'un à côté de l'autre. Donc, Max, c'est devenu un ami. Quand tu vois des gens régulièrement, quasiment tous les jours, tu vois, que ce soit Steph Roche, Gilles Rousset, Max Lachez, tu vois, tous les coachs qui sont passés, tu vois, on s'entendait très bien. Après, au niveau politique, bah, toi, tu étais un petit peu... c'était toute proportion gardée, tu vois. Quand tu prends Madrid, tu as le Real et l'Atlético. Tu as le club riche et le club populaire. Bah là, c'était un petit peu pareil. Alors bon, l'Atlético, ils sont riches aussi. Ils sont pas populaires et ils ont de l'argent quand même. Et ben, c'était un petit peu comme ça, en sachant que
Il y a une chose, c'est que nous, de toute façon, on n'aurait jamais pu concurrencer l'OL. C'est impossible, tu vois. Oui, L'OL, bah oui, ils c'est sont- des clubs différents. bah oui, c'est une dimension stratosphérique. Mais je pense qu'on aurait pu être un peu plus proche, dans le sens où là, le rapprochement, il s'est fait après sur la durée. Là, ils se sont rapprochés un peu, je crois. Mais ça aurait pu être un peu plus, ça aurait pu être mieux parce que après, ça faisait peur aux joueurs de l'OL de venir se faire prêter à Lyon-Duchère. Toi, t'es à l'Olympique Lyonnais, on te prête à Lyon-la-Duchère. T'as trois Je vois kinés, le sens. t'as 3 kinés, t'as un doc, machin, tu viens chez nous, le kiné il est là, mais après il part, tu vois, Mais on Ouais, avait c'est des trucs organisé le truc, différents. franchement. Hein. On avait bon terrain d'entraînement, on avait un kiné tous les jours, tu vois, tous les jours, mais bon, pas tout le temps. C'est-à-dire que il n'y avait pas de kiné avant séance. Le kiné, il était là après séance tous les jours de midi de 11h, de 11h à 14h. Bon, en fait, on optimisait ces temps-là. On avait un fonctionnement qui était bien, qui nous a permis de faire, moi, les 3 années où j'y suis, on fait 7e, 6e, 5e. Donc, tu vois, et on fait un 8e de finale, on fait un 8e de finale de Coupe de France à nouveau. Voilà, je n'ai jamais fait de quart de finale, je fais de 8e. Voilà. Mais cette année-là, tu vois, et c'est là, je me dis, souvent les gens disent le championnat national est plus dur aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. Il n'est pas plus dur, mais toutes les équipes sont bien structurées maintenant. Ouais, maintenant, c'est plus professionnel. C'est Ouais. ça. Mais à l'époque, quand j'arrive, il y avait de toute façon, après, la preuve, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui étaient en national qui ont joué derrière en Ligue 1 et en Ligue 2. Voilà. Aujourd'hui, il y en a quand même moins qui jouent en Ligue 1, en Ligue 2, qui passent par le national. Ils y arrivent, mais c'est plus long, quoi. Et justement, toi, dans ton coaching, tu l'as dit, tu as eu des résultats ces 3 saisons-là en national. T'as vu une évolution de ton côté? Ouais, parce que moi, j'étais un adepte j'aime bien le 4-4-1-1, en fait. Voilà, j'aime bien les 2 lignes de 4 avec un numéro 10 à l'ancienne. Voilà, un playmaker et un attaquant qui soit proche de l'attaquant. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, jouer en national, on se faisait quand même souvent punir. Et la première année en national, en fait, j'ai un petit peu un déficit d'excentré. Par contre, j'avais 5 centraux et 5 milieux de terrain qui étaient excellents, mais vraiment très forts. Donc ça a poussé la réflexion, de dire voilà, j'étais injuste parce que des fois, en fait, j'inventais, je bricolais pour faire jouer, mais au final, cette année-là, on passe en 3-4-3 en fait, avec vraiment 3 centraux, 2-8. C'était pas des 6, c'était vraiment 2-8. C'est des joueurs qui avaient un gros volume. C'était Mathieu Zitian et Amadi Ayari. 2-10. Voilà, c'était Sofiane Natif, Farid Talaoui avec Cédric Tuta ou Sidi Niang devant. Et on avait 2 pistons. Voilà, Salim Moisini d'un côté, Hatim Zbahi de l'autre. On était vraiment... c'était bien ce qu'on faisait. C'était bien dans un 3-4-3 assez offensif. Et on avait souvent la tenue du ballon. On maîtrisait bien le ballon. Mais au début, c'était vraiment pour récompenser les joueurs. Et on prenait beaucoup de buts. Mais je voulais pas en fait me cantonner à dire on bétonne. Ouais, tu voulais jouer. Donc il faut garder. Et automatiquement, bah là, tu c'est un système que je maîtrisais pas top. Voilà, j'avais déjà joué, mais je maîtrisais pas top. Et puis voilà, comme tout, hein, je me suis plongé dans mes revues, dans mes livres, dans mes vidéos. Je fais beaucoup de vidéos, beaucoup de livres, beaucoup de revues, beaucoup de courants de pensée. Parce que voilà, il faut pas croire qu'on réinvente l'eau chaude tous les jours, les entraîneurs. Et c'est là où en fait j'ai vraiment penché beaucoup vers l'Amérique du Sud en fait. Ok. C'est quoi toi tes inspirations du coup? Ben, là-dessus, tu vois, moi je suis franco-français là-dessus, tu vois, franco-français dans le sens où j'ai vraiment l'école nantaise, Coco Sodo, tu vois. Voilà. Et derrière, j'ai beaucoup aimé Gourcuff, ce qu'il a fait aussi avec son projet de jeu, la façon de jouer. Peut-être à l'excès un petit peu avec Gourcuff. Voilà, parce qu'il fallait vraiment que ça rentre dans ses cadres à lui. Et puis des fois, en fait, bah, aujourd'hui, on se rend bien compte que le flux de joueurs, tout ce qui est monétaire, etc., bah, c'est pas évident, quoi, tu vois. Donc ça, derrière, après, donc c'était ça. Après, quand je me suis penché un peu plus sur tout ce qui était la défense à 3, et même avant, après, parce que bon, après, je vais pas être, on va dire, les classiques, mais
Avant que Bielsa il émerge en France, moi, je disais déjà du Bielsa, quoi, tu vois. Voilà. Bielsa, Ricardo Lavolpe, c'est un entraîneur aussi qui a beaucoup travaillé sur la sortie de balle. Ok, Sortie de donc balle, toi, tu ressortie de t'appuies balle. là-dessus. Voilà, sur la salida la Volpania, en fait. Il y a un livre comme ça, tu vois. C'est vraiment recherché c'est dans la méthodologie d'entraînement, en fait, tu vois. Et donc, ces deux-là. Et puis après, je vais pas être original, mais voilà, Guardiola, parce que tu vois, mais Guardiola avec toute la filière. C'est-à-dire, voilà, t'as eu Rinus Michel, tu as eu derrière Cruyff. Cruyff, il y a eu le Barça. Le Barça, il a contaminé. Et puis après, derrière, avec Pep. Et puis, ça fait. Et moi, c'est tous des chercheurs, j'ai envie de dire aussi. Et puis, c'est des gens qui ont envie de faire partager leurs idées du football. En fait, faut pas se lasser de lire des revues. Et puis, Ouais, continuellement chercher à se prendre former, le quoi. meilleur. Ouais, c'est ça. Faut prendre le meilleur des différents points de vue pour créer toi ton style. Tout à fait, c'est ça. Bon, sachant que c'est assez personnel, tu vois. J'ai toujours eu un petit peu l'étiquette du entraîneur qui fait jouer ses équipes. Tu vois, quand cette année à Sochaux, ça a été plus compliqué. Alors attention, hein, parce que on n'était pas non plus des pompes à vélo. Hein. Tu vois, ouais, c'est comme je dis, avant de me faire remercier à Sochaux, t'es pas invaincu pendant 5 mois, t'es pas meilleure défense du championnat, t'es pas invaincu à l'extérieur par l'opération du Saint-Esprit. C'est que derrière, il y a du travail, il y a des choses, quoi. Tu vois, il y a des choses. Alors oui, dans l'animation offensive, on était moins friands. Après, au-delà de la matière première, il y avait certains garçons qui avaient aussi, qui étaient en manque de réussite parce que il leur manquait ce petit brin de réussite. Voilà, et les garçons, ils donnaient le meilleur d'eux-mêmes, ils donnaient tout. Et je pense sincèrement que des fois, bah, tu sais, le facteur réussite, facteur chance, il est important des fois. Et je pense à 2-3 garçons que j'ai en tête, je vais pas citer les noms, mais j'étais déçu pour eux, en fait. J'étais triste pour eux. Parce qu'ils donnaient le meilleur d'eux-mêmes, ils se créaient des occasions et Mais ça concrétise pas. ils concrétisaient. Mais même eux, ils étaient frustrés contre eux, tu vois. Ils étaient vraiment énervés contre eux, tu vois. Mais des fois, tu vois, l'année dernière, tout le monde tirait un petit peu sur Luis Enrique. Et cette année, c'est devenu le Et cette génie année, du ouais, football. ouais. Tu vois. Mais non, l'année dernière, pareil, il y a peut-être des garçons qui bridaient d'autres, il y a des garçons qui étaient moins en réussite, et cette année, ils sont en pleine bourre. On va y revenir plus tard sur Sochaux, mais Ouais. d'abord, à Lyon, ça se termine comment? À Lyon, ça se termine bien à la Duche. À la Duche, ça se termine bien. Mois de mars, j'ai passé mon BEPF, donc c'était l'année du BEPF. Et je vais boire un café avec mon président et je lui dis, écoute, Mohamed, ça fait 6 ans, j'ai fait 2 cycles de 3 ans, il faut que je parte. Toi, tu le ressentais? Ouais, je le ressentais. Ouais. Je lui dis, écoute, je le ressens. Pourquoi? Parce que je te dis des choses, tu les entends, tu m'écoutes, tu m'écoutes, mais tu m'entends pas en fait. Voilà, Ok. sur améliorer en fait notre terrain de match, améliorer ci, améliorer ça. Et j'ai dit, je pense que même toi, tu as besoin d'un vent frais. Un nouvel entraîneur qui va arriver, qui va dire, ouais, Mohamed, et tu vas le faire parce qu'il sera nouveau. J'ai dit, donc je pense que toi et moi, on a besoin de nouveau. Voilà, on a besoin de nouveau. Alors après, on dit jamais, est-ce que tu regrettes? Parce que moi, quand je pars, d'un coup, il y a un Messi qui arrive et qui met 2 millions ou 3 millions sur la table en plus quand je pars. Tu vois, il y a Sixième Sens Immobilier, ils arrivent et ils mettent, ils envoient all-in, comme on dit dans le milieu, tu vois, pour monter une grosse équipe. Mais bon, c'est football, c'est Mais comme ça. pourtant, le club, il va un peu baisser. Ouais, Même parce beaucoup que baisser, tu vois. je pense qu'on avait créé en fait une certaine forme. Tu sais, tu peux avoir tout l'argent que tu veux. Alors attention, ça aide l'argent. Je vais pas dire que ça aide pas, hein. Mais tant que tu n'arrives pas à créer une âme, tu vois, une âme, un fil conducteur avec une âme, tu peux avoir tout l'argent ça marche pas. Tu vois, ça marche pas parce que il faut que tout le monde se sente investi dans le projet. Il faut que tout le monde ait envie de contribuer au projet. Tu vois, il y a tout ça qui compte aussi. Et peut-être qu'à ce moment-là, les gens ils se sont dit, ah, il y a de l'argent à prendre, allons prendre de l'argent. Alors que nous, ça a été jamais leitmotiv, quoi. Alors oui, on était payé correctement, attention, hein. Parce que souvent, on dit la Duchère. Quand on était à la Duchère, on était payé correctement. Voilà. Et on avait un président qui allait chercher beaucoup de partenaires, qui se démenait sur tous les fronts, tu vois. Mais pour exister dans ce championnat, il faut que tu aies un peu plus d'argent quand même. Et justement, après, toi, quand tu quittes Lyon, ça se passe comment? On t'appelle directement pour rejoindre Ah, Bruges?
Donc, j'annonce à mon président et mon président, il me dit cette phrase d'ailleurs. Il me dit, ouais, Karim, t'as rien. Je dis, non, j'ai rien. Et il me dit, mais tu vas te retrouver sans club et tu veux pas? Et je lui dis, Mohamed, tu te souviens combien de fois on a rencontré des joueurs et qui nous disaient la phrase suivante: je suis intéressé, mais si j'ai rien, je reviens vers vous. Et quand il nous disait, je dis, hey, je dis quoi? Ne reviens pas. Ne reviens pas, pars, c'est mieux. Et je lui dis, tu me vois te faire la même? En gros, je te garde en voie de garage et je lui dis, moi, je suis obligé, je te respecte trop pour te faire ça. Et donc je pars et rien. Je t'assure, pas un appel, rien. Mars, rien. Avril, rien. Je peux regarder mon téléphone comme ça, je prenais mon téléphone, hey, est-ce que tu vas sonner? Est-ce que tu vois? Et fin avril, j'ai Jean-François Vuillet, en fait, le directeur du centre de l'OL, qui m'appelle et qui me dit, ouais, Karim, est-ce que ça dit la réserve chez nous? Je lui dis, ouais, c'est un projet différent, je sais que tu as passé le BPF, machin, ça, mais c'est un projet. Mais est-ce que ça. Quand l'Olympique Lyonnais t'appelle, ça te laisse pas indifférent. Maintenant, tu réponds forcément. Ouais, tu te laisses pas, non. Je dis, écoute, Jeff, il me dit, il faut que je regarde par contre, parce que comme on est centre de formation prestige, il y a l'encadrement avec le nombre de diplômés formateurs, etc. Je lui dis, écoute, donc c'était mi-avril, ça, c'était la 3e semaine d'avril, c'était plutôt. Et donc, ça avance. Et puis, il y avait des allers-retours, mais bon, c'était compliqué à se mettre en place parce que il cherchait vraiment les solutions. Jeff, il avait vraiment envie que je vienne. Et de toute façon, ouais, je l'en remercie beaucoup là-dessus. Hein. Et donc, ça avance pas trop. Et donc, je pars passer la certification du BEPF. Et quand j'arrive là-bas, en fait, mon agent m'appelle, il me dit, ouais, il y a Bourg qui veut te rencontrer. Donc, c'était lundi, mardi, 18-19 mai. Et donc, et en descendant, en fait, je prends le train de Paris et je vais à Bourg directement avec 3 heures de retard parce que mon train, il avait été annulé 2 fois, etc. Classique, quoi. Et les 2 présidents de Bourg qui m'attendaient, je me dis, ça fait super bonne impression, ton premier rendez-vous, tu as 3 heures de retard. Et j'y étais, c'était indépendant de ma volonté, quoi. Donc, j'arrive là-bas, je les rencontre avec, donc, il y avait Patrick Martellucci, Gilles Garnier et Yannick Goyon. Et donc, je les rencontre, ça se passe relativement bien. C'était le mardi. Donc, ils me disent, bon, voilà, on revient vers toi avant fin de semaine. Parce qu'ils rencontraient 2 autres coachs le mercredi et le jeudi. Et donc, le vendredi, ils me font une proposition le vendredi. Et quand ils me font la proposition, Boulogne m'appelle. En fait, Boulogne m'appelle et j'ai toujours bien aimé ce club de Boulogne. Il y a un truc à Boulogne, tu vois, le Nord. Souvent, les gens, tu vois, et je me dis, waouh, tu vois, c'est le club où j'avais envie d'aller en plus, quoi, tu vois. Mais voilà, il y a des choses qui font dans la vie. Bourg, ça a été à 1 heure de chez moi, tu vois. Et on avait des événements dans les vies familiales de mon épouse, en fait, qu'il fallait pas que je parte trop loin non plus, tu vois. Okay. Donc, je vais à Bourg. Et attention, hein, à Bourg, j'y vais aussi, c'est un choix aussi parce que le centre d'entraînement, il est fantastique. Et surtout à l'entretien, j'ai 3 personnes. Et Vincent Poupon qui avait 4 personnes en face de mon entretien. 4 personnes fantastiques. Humainement, mais c'était du très très haut niveau. Patrick Martellucci, Gilles Garnier, Vincent Poupon, Yannick Goyon, humainement, mais c'était fantastique. Mais vraiment, hein, je pensais pas qu'en national, tu puisses trouver des gens comme ça, quoi. Et donc, je m'engage à Bourg, donc je quitte le cocon et puis je quitte un petit peu l'étiquette club de quartier. J'ai galéré les 2 premiers mois. Mais pas les 2 premiers mois, non, les deux premiers mois de compète. Toi, juillet-août, ça se passe super bien, la prépa avec les joueurs, ça se passe bien. Et puis après, la compète démarre et puis je rentrais dans un vestiaire où tu avais des vrais pros aussi. Donc, tu vois. Donc, c'est différent. Ouais, c'est différent. C'est vraiment différent. Tu sens vraiment le mec qui est amateur et le mec qui arrive d'en dessous, le mec qui arrive d'au-dessus. Ok, ouais. Et dans la mentalité, l'aspect, les codes, tu vois, parce que j'avais pas tous les codes, hein, j'arrivais d'en dessous aussi, hein, j'avais pas tous les codes, mais j'ai vite appris, j'ai très très vite appris. Et tu signes dans un club, au bout de 5 matchs, tu avais 0 victoire. Tu avais 2 défaites et 3 nuls. Tu avais fait 3 points sur 15. Putain, je me suis dit, waouh. Mais une confiance, c'était une confiance folle des dirigeants. Et puis pareil, ça se met en route. Et puis on avance.
On se replace. On se replace à la 8e place. On est ventre mou, tu vois, 8e place. Mais on commence à se rapprocher des places de devant, tu vois. À côté de ça, on fait notre parcours en Coupe de France. Et puis, en décembre, le déclic. On prend 2 tartes. Retour pour moi à la Duchère. Après 6 ans là-bas. C'était comment ton retour? On en prend 5. On perd 5-1 à la Duche. Bon, il frappe 5 fois à la cage, il marque 5 buts. Tu vois, on en prend 5. Mais non, ça s'était bien passé. Ça s'était bien passé. Au fond de moi, ça s'était pas bien passé parce que tu as ta famille, tu as tes amis, tu as tout le monde, t'en prends 5. Puis il faut garder la tête haute, hein, parce que mes joueurs, personne n'avait triché. Les joueurs, ils avaient donné le meilleur d'eux, mais tu as pris 5. Janvier, on tire l'OL en Coupe de France. On fait vraiment une super première mi-temps, un vrai bon match. Et c'est le vrai l'OL. Hein. C'est-à-dire, c'est l'année où ils font demi-finale de Ligue des Champions, le Final Eight, tu vois. Et ils jouent contre nous, ils font pas tourner. Hein. Tu vois, t'as Traoré, t'as Aouar, il y avait Touzard, il y avait Denayer, il y avait Marcelo derrière, il y avait, tu vois, ils avaient pas fait, il y avait Dembélé devant. Non, ils avaient pas fait tourner, tu vois. Et on en prend 7. On s'effondre en deuxième mi-temps, tu vois. Bon. Donc, on avait pris 12 buts. On avait pris 12 buts en 2 matchs, tu vois. 12 buts en 2 matchs. Derrière, tu sais quoi, je me dis, bon, c'est pas possible, tu vois. C'est à qui tout double. Et derrière, on démarre 2020 et ça part. On fait nul, on gagne, nul, on gagne, nul, on gagne, nul, on gagne. On est sur 8 matchs comme ça et on arrive à la 4e place. On va gagner à Dunkerque qui était premier. On fait nul contre Pau. On gagne contre Laval. Et tu sais, quand tu rentrais sur le terrain, on sentait qu'il y avait un truc qui s'était passé. Parce que contre Laval... le déclic encore. Ouais, il y a un truc, tu vois, il y avait un truc qui s'était passé parce que on rentre sur le terrain contre Laval, on est malmené le premier quart d'heure. Et c'était Olivier Frappoli, l'entraîneur à Laval, tu vois. Et on gagne 3-0. Et en fait, quand je parle avec Olivier, il me dit, on sent qu'il y a un truc. Ça sent, en fait, on dégageait une force. On rentrait. Et puis même nous, en fait, même si on prenait un but, on savait qu'on allait revenir. Et ouais, t'es sûr, tu sais que tu vas gagner, que tu vas faire quelque chose, quoi. Et on part, donc on arrive à Créteil. C'est un match important pour nous à Créteil. Et là, c'est la fin du rêve. On est tous devant, on est à table, on est devant la télé, et Noël Le Graët qui prend la parole. Voilà, suite à l'épidémie de Covid, nous annonçons l'arrêt des championnats. Alors, donc, on sort le lendemain, donc on était à Créteil. On dort à l'hôtel le vendredi matin, on repart en direction de Bourg, tu vois. Et on voit tout le monde avec les masques et compagnie. Puis là commence un peu la course, voilà. Ceux qui veulent reprendre le championnat, ceux qui veulent pas reprendre, ceux qui montent, etc. Bref, on connaît tous comment ça s'est fini derrière, quoi. Et ça a été dur pour le club à Bourg. Ça a été dur, c'est la transition Covid et l'année suivante. Parce que le club avait fait des gros efforts pour qu'on ait une équipe compétitive pour jouer à la montée. Ouais, du coup, le Covid, ça a plombé. Bah, le Covid, ça a plombé et on n'avait pas la surface financière pour assumer une deuxième année comme la première. Donc, coupe franche, 50% de la masse salariale. 50%. Donc, tu avais un groupe de 23 joueurs. On s'est retrouvé avec 11 pros, 10 joueurs amateurs. Et toi, les gens, ils disaient... C'était comment, du coup, pour toi? Ouais, en fait, si tu veux, tu avais 11 pros et on avait 10 joueurs sous contrat amateur. C'est comme ça. Et les gens disaient, mais vous avez que 11 contrats pro? Ouais, on n'a que 11 contrats pro. Donc, c'était compliqué pour toi de gérer le truc? Ouais, c'était dur, tu vois. Ça a été dur parce que déjà, humainement, ça a été dur. Parce que, mine de rien, tu es sur une bonne dynamique, tu gagnes des matchs, tu es bien, tu as créé une aventure humaine. Et dans ma tête, tu vois, on allait garder 19 mecs. On allait changer 3-4 mecs. Et là, tu te rends compte que tu dois dire à des gens, en fait, bah, je te garde pas parce que je peux pas te payer, quoi. Mais ça, c'était la vérité du mois de avril, mai, juin, tu vois. Donc, on fait ça. Et puis après, tu vois, j'ai pas été vénard sur ce coup-là aussi. On démarre la saison et on est une des premières équipes frappées par l'épidémie. Tu vois, c'est-à-dire, on fait un match, on va faire match nul à Cholet. Je crois qu'on gagne le deuxième. Et derrière, on doit aller à Bastia. Non, mais là, derrière, vous chopez tous. Non, c'est une bêtise.
Ouais, on gagne pas le deuxième, on joue pas le deuxième. On joue pas le deuxième match, en fait, tu vois. Donc, et donc, épidémie Covid, quoi. Et l'anecdote, elle vaut le détour, là aussi, quoi, tu vois. Et tu sais, t'avais 14 jours. T'avais 14 jours, en fait, donc. Et nous, le 14e jour, il tombait le vendredi matin, c'était, tu vois. Jusqu'à jeudi soir, en fait, on était en quatorzaine. Nos très chers amis de Bastia, avec le sourire, je le dis aujourd'hui. Ouais, Tu vois, regarde j'ai lui. le sourire, hein. Donc, on va à l'aéroport parce qu'ils nous disent non, il faut jouer le match, il faut jouer le match. Donc, on va à l'aéroport le jeudi. Mais quand on arrive à l'aéroport, ils nous disent non, mais vous êtes encore à quatorzaine. Ouais, On ne peut pas là, vous t'es à laisser 13, là. embarquer. Je vois. Donc, ils nous renvoient chez nous. Donc, on rentre à Bourg. Ok. Alors, on envoie tous les justificatifs à la Fédé. Ouais, bah oui. La Fédé à 20h qui répond il y a un avion qui décolle demain à 16h. Je dis mais on joue à 19h. On joue à 20h, 19h30. Non, mais et en fait, c'est Bastia, ils avaient fait. Non, mais c'est Bastia qui avait fourni le truc en disant mais il y a un avion demain qui décolle à. Ouais, les coquins. Ouais, donc, Ah, on c'est a des fait petits quoi? coquins. On est retourné. Donc, 14 jours sans entraînement. Hein. Bah ouais, c'est ça le truc. Voilà. Et même l'organisme de joueurs, il. Ah, mais c'est là où la Fédé, tu vois, ils avaient pas été cool sur ce coup-là, tu vois. Et parce que c'était un risque, et t'as raison, sur l'organisme des joueurs, c'était un vrai risque. Bah ouais. Continue. C'est Et que donc, tu. on part. Donc, on part en 15h à l'aéroport, on embarque, 16h, on arrive là-bas à 18h. À 17h, 1h, il y avait ouais, c'est ça, une heure de vol, 16h30, 17h30, on arrive aux 18h, je m'en souviens plus. Le bus, il nous amène direct au stade, à Furani. Stade, on change, on en prend 3, et on rentre à l'hôtel, et on rentre chez nous le lendemain, tu vois. Horrible. Ouais, horrible. Ouais, horrible. Et si Horrible, tu ce veux, jour. tu sais, c'est pour ça que je te dis que la dynamique, elle est super importante quand tu fais ton groupe. Parce que les joueurs qui étaient pros, ils se disent, attends, il y a que des gamins. C'est compliqué d'effectif parce que t'as des jeunes. On se déplace comme ça, on s'est fait avoir. Et ça nous a mis un petit coup de bambou. On a mis du temps à s'en relever, tu vois. On a fait une première partie de saison moyenne et on est juste au-dessus de la ligne de flottaison et on fait comment ça s'appelle? On fait le Grand Chelem, on fait. On fait QRM, Bastia, Red Star. C'était c'était en février, c'était janvier-février. Donc on fait les 3 premiers. Donc les 3 premiers et nous on n'est pas bien. Donc on fait un nul au Red Star et on perd contre QRM et Bastia. Mais bon, tu perds contre QRM, c'est les deux champions. Il y a le champion et les deux équipes qui montent. Donc et pareil, le club est racheté. Alors ça, c'est la pire des choses aussi. Un club racheté en courte saison, je le souhaite à personne, ça. Non. Non, parce qu'en fait, ceux qui arrivent, ils héritent de la situation. Mais ils n'ont pas spécialement envie peut-être que toi, tu sois là, tu vois. Alors que quand tu achètes un club en début d'année, en début de saison, Ouais, ils tu choisissent mets les tes gars à hommes. toi, tu fais ton recrutement. Mais quand tu arrives en milieu de saison, bah, tu laisses transpirer certaines choses. Et nous, ça avait été le cas. Ceux qui ont racheté le club, ils ont laissé transpirer beaucoup de choses. En gros, l'équipe, elle n'est pas à notre image. On va toute la changer l'année prochaine. Donc Horrible. déjà, les joueurs qui sont en train de jouer, ils se disent bah, je vais jouer, mais je ne serai plus l'année prochaine. Moi, le premier. Alors, déjà, il me reste un an de contrat. Voilà. Donc après, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est qu'on on a avancé comme ça, mais je sentais bien que c'était inéluctable, en fait, qu'à un moment donné, ça allait être fin de collaboration et ça arrivait au 15 février, ça arrivait, tu vois. 15 février, fin de collaboration, tu vois. Et donc, j'ai fini l'année à la maison. Voilà, c'était la première fois. Et là, tu vois, quand tu deviens un vrai entraîneur quand tu te fais virer, ça prend un petit peu des fois sa considération là, parce que en fait, c'est des sentiments que j'avais jamais vécu, moi, ça. Ouais, c'est la première fois que tu te fais limoger, quoi. Ouais, c'était la première fois, tu vois, donc t'as un sentiment de ne pas être allé au bout de la mission, t'as un sentiment d'abandonner tes joueurs, d'abandonner ton staff, t'as un sentiment aussi de se dire, ton nom et ton nom, il est souillé un peu sur la place publique aussi, parce qu'on n'est pas des personnages publics, hein, mais on est des personnes publiques, mais voilà, t'as un petit peu de presse qui te suit, t'as des choses, machin, donc on écrit des choses sur toi.
des choses vraies, des choses fausses, tu vois. Bon, voilà, parce que quand tu vires un coach, il faut toujours inventer des problèmes. Ouais, faut les raisons. Voilà, tu vois. Donc, tu inventes des problèmes. Voilà. Et c'est la chance que j'ai eue, c'est qu'au moment où je me fais virer, en fait, il y avait encore les anciens proprios qui étaient encore dans le paysage du club. Et ils ont dit, écoutez, ok, vous le virez, mais c'est nous, on va gérer sa sortie. Classe. Ah, ils ont été, tu dis, Gilles Garnier et Patrick Martellucci, c'est du très très haut niveau de Ah, classe. c'est hyper classe de faire ça. Ouais, c'est classe. On va pas revenir sur toutes tes expériences, mais après Bourg-en-Bresse, tu vas rejoindre Châteauroux. Ce que j'avais noté, c'est que c'était un binôme, c'est ça? Avec Mathieu Pas un Chabert? binôme. Pas un binôme, c'était Mathieu, il était, Mathieu venait de se faire sortir de Bastia. Moi, je travaillais pas, j'étais à la maison, j'avais raté le mercato d'été, et puis en fait, je devais m'engager dans un club et ça a capoté au dernier moment, tu vois. Voilà. Et donc, je me retrouve sans club. Et donc, à partir de ce moment-là, si tu veux, Mathieu m'appelle, il me dit, écoute, Karim, je sais que t'aimes entraîner, t'as envie d'être sur le terrain, t'aimes pas être à la maison, etc. Écoute, je vais dans le projet saoudien à Châteauroux. Et je m'en suis jamais caché qu'un jour, j'aimerais bien aller entraîner un petit peu de côté du golf, tu vois. Et je me suis dit, pourquoi pas, c'est peut-être aussi l'idée de faire du réseau. Ouais, bah c'est normal. Voilà. Et dans le football, sans réseau, t'es mort. De toute façon, c'est Comme dans la vie, partout. en général. Je vais C'est te dire, dans la ouais, vie. voilà. C'est Comme dans la partout vie. dans la vie. Et donc, je suis parti à Châteauroux. Alors, deux visages. Ça s'est très bien passé au début. Voilà. Puis après, ça a été un peu plus compliqué parce que, pour plein de raisons, hein. Voilà. Peut-être que je t'ai pas fait pour être adjoint national. Peut-être que je t'ai fait pour être adjoint ou national. C'est un niveau que je connaissais trop bien. Donc, peut-être que je t'ai pas fait pour être adjoint national. De l'autre côté, on en a reparlé souvent avec Mathieu, hein. Peut-être que aussi Mathieu, il s'était fait sortir trop, c'était trop frais en fait après son départ de Bastia, où à Bastia il avait vécu des choses émotionnellement très fortes. Il monte de N3 en N2, il monte de N2 en N1 et il a l'opportunité. Il monte de N2 en N1 et il fait la montée N1 Ligue 2. Et tu vois, et t'es en Ligue 2 avec le Sporting Club de Bastia. C'est le Sporting. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, hein, mais ça reste le Sporting, toi. Et donc, tu vois, c'était trop frais pour lui. Et je pense qu'il n'était pas prêt à repartir tout de suite. Bref. Et puis moi, j'avais envie de repartir aussi sur un poste de numéro 1 en national. Voilà. Être adjoint au-dessus, pourquoi pas? Tu vois, même je me l'écarte encore aujourd'hui. Hein, je me dis pourquoi pas être adjoint un jour au-dessus. Tu vois, t'es adjoint d'un mec de Ligue 1, t'apprends. Pourquoi pas, tu vois. Et Ouais, mais là, du coup, c'était national, t'avais déjà fait. Et, ouais, j'avais fait. Après, c'était cool parce que tu vois, j'ai fait la connaissance de Saoudiens avec qui aujourd'hui je suis encore très proche. Tu vois, et avec qui ça se passe bien, avec qui on échange encore régulièrement. Donc, et que quand je vais là-bas, ils m'accueillent. Tu vois, donc c'est super gentil de leur part. c'est Et trop puis bien voilà, pour toi, donc, quoi. voilà, j'étais un peu venu pour le réseau et j'ai eu le réseau, quoi, tu vois. En juin 2024, tu vas te présenter à Sochaux pour prendre la suite d'Oswald Tranchot, Ouais. qui va peut-être, possiblement, je vous le tease, être invité dans le podcast, peut-être. Ouais. Ça se passe comment quand Sochaux il te contacte? Ouais, ça se passe comment? Ça se passe Sochaux, moi je suis à Orléans. Ça fait une saison l'année dernière à Orléans, pareil, un club où le nouveau président Cyril Courtin, là, c'est quelqu'un de bien, et puis comme Philippe Boutron l'était d'ailleurs. Et j'aime bien que les choses elles soient carrées. J'aime bien que ça soit carré, quoi. Et on finit la saison à Orléans. L'objectif, moi quand j'arrive, ils étaient aux portes de la relégation, c'était de se maintenir, on se maintient. Mais en interne, il y a une personne qui fait un petit peu des zigzags dans mon dos, quoi. Donc, et j'apprécie pas trop ça. Ce qui est normal. Voilà, j'apprécie pas trop, donc je le dis gentiment, une fois, deux fois, et la troisième fois, je dis, écoute, toi là, t'étais là avant moi. Moi, je suis pas quelqu'un qui va mettre les gens dehors et qui va dire c'est soit moi, soit lui, tu vois. T'es là, reste-y, tu vois. Moi, je m'ouvre un départ. Alors, le président me dit, non, Karim, tu peux pas, nous, on compte sur toi. Je dis, ouais, mais après, moi, je vois pas les choses comme ça. Moi, j'aime bien qu'on soit carré. Ouais, c'est normal. Faut être pro.
Donc, je me remets sur le marché. Quand je me mets sur le marché, j'ai la chance d'avoir 3 clubs de national qui me font 3 propositions. Mais quand je suis arrivé à... quand j'arrive à Sochaux, c'est vrai que l'entretien avec Jean-Claude Plessis, voilà, le fait d'arriver au Bonal, c'est un stade mythique, historique. Les Et murs même le club transpirent de Sochaux, l'histoire. c'est historique. Le club, il est fantastique. Ça transpire, tu vois, c'est des vertus de la région. Voilà, le travail, l'humilité, des choses qui me ressemblent. Julien Cordonnier, que j'avais croisé, avec qui j'avais croisé à la Berrichonne de Châteauroux, qui est là aussi. Voilà, il y a plein d'indicateurs qui me disent, bon, c'est peut-être le club qui va te permettre de passer le palier et d'aller chercher la Ligue 2. Voilà. Et donc, je m'engage avec beaucoup de fierté. Voilà. Beaucoup de fierté parce que c'était une fierté d'être à Sochaux. Mais il y a un facteur que j'avais mal pris en compte, c'était l'impatience chronique des gens de remonter en Ligue 1. Je parle pas de Ligue 2, hein, de remonter en Ligue 1. Et là-dessus, tu vois, là, j'ai pas été bon. J'ai pas été bon parce que j'ai toute la légitimité d'entraîner dans tous les clubs de national. Pourquoi ? J'ai 630 matchs à mon compteur, j'en ai 230 en national. Va chercher un entraîneur qui a 230 matchs en national, il n'y en a pas. Non. Et donc, si tu veux, la légitimité d'entraîner en national, je l'ai. Ouais, tu l'as, ouais. Tu vois, je l'ai. Alors, elle ne te donne pas la légitimité d'aller entraîner au-dessus. Peut-être qu'elle te donne le droit de dire, bon voilà, le mec, il a fait 230 matchs en dessous. Ce qu'il propose, c'est pas déconnant. On y va. Et quand j'arrive à Sochaux, c'était vraiment pour passer ce palier-là. Mais si tu veux, l'impatience des gens fait que l'impatience transforme en exigence. Ouais, Voilà. ok. L'exigence, elle s'est transformée après en vraiment, ça a été en menace, parfois. Menace envers les joueurs. Ouais, pas moi, menace envers les joueurs. Tu vois, moi, de toute façon, c'est simple. Hein. Je suis quelqu'un de tranquille, très tranquille. Je sais d'où je viens. Voilà. Et là, je me suis fait tout seul. Tu vois, je me suis fait tout seul. Et je me suis fait tout seul avec la confiance de tous les présidents que j'ai eus. Mais si tu veux, quand les supporters ils viennent au dialogue, je ne vais pas me démonter. Et ça arrivait. Oui, bah oui, c'est normal. Nous, deuxième match, je dis bien, deuxième match de championnat, on perd à domicile contre Le Mans, 1-0. C'est une faute directe d'un de mes joueurs, mais après qui a tout donné pour essayer d'inverser la tendance. 20 supporters, ils débarquent devant la porte de mon bureau. On veut parler au coach. Et en fait, ça dure 20 minutes. C'était pas malveillant de leur part. Franchement, il n'y avait pas d'animosité, il n'y avait pas de... Tu vois. Mais quand tu as 20 mecs qui arrivent, qui passent sur le parking des joueurs, avec leurs écharpes, habillés tout en noir. Il y a ma femme, il y a mes enfants, il y a les femmes des joueurs, il y a les enfants des joueurs. Ils voient débarquer ça, une milice comme ça peut t'impressionner, tu vois. Et je les écoute. Et après, je leur dis, mais c'est quoi le projet ? Ils me disent, ouais, mais parce que l'année dernière, on a attendu, on est venu voir le coach qu'au mois de mars. Parce qu'ils étaient venus voir Oswald Tanchot l'année d'avant. Mais qu'au mois de mars. Mais je leur dis, mais les gars, on a perdu 1-0. Le plus énervé, c'est moi. Vous tous réunis, c'est moi le plus énervé, on a perdu. Et en fait, ça dure 20 minutes, 25 minutes, ça dure pendant 20-25 minutes. Les gars, ils me parlent que de Ligue 1. Et je leur dis, pour ça, je te le dis très naturellement, parce que je leur dis, écoutez, je comprends plein de choses. C'est un bassin de travailleurs. Il y a des champs riches en Franche-Comté. Hein, et c'est les supporters, je sais que le budget FC Sochaux-Montbéliard, c'est un budget dans leur foyer. Les mecs qui passent du temps, ils passent de l'argent. Mais tout ça, moi, en fait. Mais quand je rentre sur le terrain, eux, ils pensaient que moi, j'en avais rien à foutre de ça. Mais pas du tout. Il dit, parce que moi, quand tu fais ça, je te respecte grave. Déjà, tu fais pas ça, je te respecte. Mais en plus de ça, et les mecs, tu vois, ils l'ont compris après. Ils l'ont compris, tu vois, parce qu'ils m'ont dit, ouais, bah, c'est cool, coach, que vous nous dites. Parce que je leur ai dit, moi, je comprends, vous dépensez de l'argent. Ils me disent, merci. Et donc, on a échangé comme ça. Et après, en fait, ce qu'il y a, c'est que malheureusement, il y a des joueurs qui n'ont pas eu le rendement immédiat. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvais joueurs.
c'est des bons joueurs. Mais un joueur, des fois, c'est cyclique. Et en fait, le problème, c'est qu'à la premier creux de la vague, les joueurs, ils se faisaient, moi le premier aussi, je me faisais assassiner. Sur les réseaux sociaux, c'était un crime. C'était catastrophique. Mais quand je te dis, au début, c'était haineux, raciste, tu vois. Et en fait, je pense qu'on a laissé un certain climat s'installer qui n'a pas été propice à ce qu'on puisse faire la saison qu'on aurait dû faire. Mais c'est pas une excuse. On aurait dû faire mieux aussi. Non, mais le climat, du coup, même pour toi et pour les joueurs, il est horrible à la fin. C'est que tu peux pas avancer comme ça. On a failli en venir au Mans une fois. Sur un déplacement. Alors, c'est un supporter isolé. Je vais pas l'appeler supporter. C'est une personne isolée. Ouais, une personne isolée. Une personne isolée qui a franchi la limite avec un de mes joueurs et moi. Et voilà, on a failli déborder, quoi. Donc, et les supporters, on est parti jouer. On est parti jouer à Guingamp en coupe. Ils étaient là. Les mecs, ils étaient là. Milieu de semaine, ils étaient là. Mais ils sont fantastiques. On est parti jouer à Rouen en milieu de semaine. Ils étaient là. Tu vois, on est parti jouer à Dijon. C'est un petit derby. Le derby avec Dijon, c'est un petit derby. Avec Dijon, un petit derby par la distance, en fait, parce que c'est pas le vrai derby. Et moi, ils étaient au-dessus du vestiaire. Mais quand je les entendais, ils avaient qu'une envie, c'était donner le maximum, donner 100%. Donc, il y a une vraie ferveur, mais parfois, cette ferveur, elle mériterait d'être un peu mieux cadrée, quoi. Justement, ce qui était, enfin, ce que j'aime bien chez toi et ce que j'ai vu dans différentes confs de presse, confs d'après-match que tu faisais, c'était l'exigence à Sochaux. Ouais, parce que pour moi, en fait, sans exigence, tu peux pas avoir de résultats. Alors, les gens disaient, c'est un beau parleur, il parle bien, il dit ci, il dit ça. Alors, écoute, t'as un entraîneur qui fait la langue de bois. Il dit, de toute façon, lui, il fait la langue de bois, il dit jamais ce qu'il pense. T'as un entraîneur qui dit ce qu'il pense. On va dire, ouais, pourquoi il dit ce qu'il pense, tu vois. T'es dur avec tes joueurs. Pourquoi? Mais il a perdu, il est dur avec ses joueurs. T'es gentil avec tes joueurs. Il est trop gentil avec ses joueurs. Ouais, t'as toujours des critiques. Tu vois, il y a toujours un truc. C'est Donc, horrible. tu ne peux pas plaire à tout le monde. Ça, il faut se l'enlever de la tête. Ça, c'est horrible. comme ça. Après, sur l'exigence, c'était important parce qu'en fait, quand n'importe quel club, mais là, tu es dans un club, je n'ai rien avec tous les autres clubs, attention, parce que voilà, et tous les clubs qui sont nationaux le méritent. Mais quand tu es à Sochaux, cette histoire-là, tu sais que tu as un devoir. Tu as un devoir de donner 100% de toi-même pour essayer de remettre le club en Ligue 2. Tu vois? Et ça, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais moi, sur mon travail, mon exigence et mon professionnalisme, il n'y a personne qui peut m'attaquer là-dessus. Voilà. Et si tu veux, sur ce terme d'exigence, des fois, ce qui me dérangeait, c'est que on avait du mal à concrétiser nos actions parce que des fois, c'était un petit manque de concentration. Ouais, c'est le Donc, petit il faut manque que tu aies des cette trucs, exigence de vouloir enfoncer l'adversaire, en fait. Parce que bon, je ne vais pas me cacher derrière la data, mais quand tu regardes la data, des fois, tu finissais des matchs, c'est toi qui avais le plus de possession, c'est les zones de pression, tu étais bien dans toutes les zones de pression, tu étais haut, tu avais tout ce qu'il fallait, tu avais un expected goal qui était bien, ton expected point, il aurait dû être supérieur. Mais bon, après, la réalité, c'est la réalité du rectangle vert. Tu vois, et tu peux faire tous les expected points, goals, ce que tu veux, le résultat, c'est le résultat. T'as été démis de tes fonctions à Sochaux après une petite mauvaise passe. Comment t'as vécu, toi, ton départ? Ouais, tu sais, c'est des choses qu'on sent venir des fois aussi. Voilà, je sais. En fait, si tu veux, sur la série de matchs qu'on fait, je pense qu'il y a un match qu'on aurait dû gagner, c'est celui de Châteauroux. Voilà, on fait 2-2 à domicile. Ça, c'est une contre-performance. Ça, c'est une contre-perf. Voilà. Donc, tu fais nul contre Châteauroux, tu dois le gagner. Derrière, tu vas faire nul à Dijon, qui en soi n'est pas un mauvais résultat. Mais c'est comme tu avais fait nul contre Châteauroux, il fallait aller gagner à Dijon. Donc, ça te fait 2 nuls. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'entre-temps, tu te qualifies, tu gagnes en Coupe de France. Donc, tu as gagné. Derrière, tu gagnes à nouveau en Coupe de France. Tu te qualifies contre Clermont. Tu vois? Donc, si tu veux, tu as l'alternance Coupe de France qui fait que tu n'es pas dans un mauvais climat, dans un mauvais mood, comme j'ai pu lire un petit peu, comme quoi, depuis novembre, c'est... Non. Parce que jusqu'en janvier, en fait, on démarre l'année contre Boulogne, à domicile.
On fait 1-1. En faisant sûrement un de nos meilleurs matchs de la saison, notamment la première heure. Mais tu as le petit Hbouch, Abdel Hbouch, qui nous met un but venu d'ailleurs. Donc derrière, on court derrière la Julta, on revient à 1, et puis voilà, c'était. Ils sont hauts, Boulogne. Hein. Ils sont en haut, quoi. Ils sont deuxième. Donc tu joues que c'est. Donc tu fais nul contre Boulogne, il n'y a pas mort d'homme. Et après, derrière, en fait, on se déplace 2 fois de suite. On va à Bourg, on va au Mans. On fait nul à Bourg. Alors là, c'est chiant parce que voilà, on fait pas une bonne entame de match. Tu reviens, tu finis fort, tu rates. Alors, nous, il faut savoir quand même, sur les derniers matchs, Charlie Jean et Nico Kossic, c'est les hommes du match. Tu vas au Mans, tu fais 1-1, le Mans, ils sont 3e. Donc, en fait, si tu veux, quand tu regardes, c'est un mot que j'utilisais souvent quand j'étais là-bas, c'est aspect factuel, 5 matchs nuls, 5 points sur 15. Tu peux comprendre une impatience. Tu peux comprendre. Tu peux entendre, plutôt. Mais après, au début de l'année, on était parti sur un projet sur 2 ans. Après, c'est dur de vivre longtemps dans ce championnat, donc je peux comprendre aussi que tu peux être rattrapé par une réalité économique, il faut que je me monte. Et je peux comprendre aussi, je peux entendre en fait que les dirigeants se disent, bon voilà, parce qu'on sentait qu'on n'était pas loin de la bascule. Tu vois, qu'on n'était pas loin parce qu'on avait des cas, on sentait, mais la bascule, elle n'arrivait pas. Donc, tu peux dire, bon, tes dirigeants, dire, voilà, on sent qu'on n'est pas loin. On a fait un recrutement, en sachant que moi, les recrues, je les ai pas utilisées, hein, parce qu'elles sont arrivées après une fois que je me suis viré, quoi. Il y a Dao, retour de blessure, et Doumbia, je les ai pas utilisées, moi. Et Geoffrey Durban qui a signé, moi, je l'ai remis en selle. Tu vois, et 15 minutes, il n'était pas prêt physiquement. Donc, les 3 joueurs-là, j'ai pas pu les utiliser. Et si tu veux, les dirigeants se disent ça, ok, mais peut-être donne-moi l'opportunité d'utiliser un Durban, un Dao, un Doumbia, tu vois. Et donc, je l'accepte pas très bien. Pourquoi ? Parce que tu dis, tu pars sur un projet, on sait très bien qu'en plus, on a des exemples en national. Tu as Steph Lemignan, Olivier Frappoli, Habib Bey. C'est des gens qui ont tous passé 2 à 3 ans dans leur club pour monter. Ouais, qui ont eu le temps. Ils ont eu le temps. Donc, tu sais que le temps, et alors oui, il est gage de certaines choses, tu vois. Olivier, l'année avant de monter, il est pas bien. Hein. Il est pas bien du tout, hein, tu vois. Et donc, il se passe des choses. Mais comme je te dis tout à l'heure, t'es pas invaincu 5 mois, meilleure défense, invaincu à l'extérieur, et tu fais 32e. J'avais 2 objectifs en début de saison, c'était essayer de se mêler le plus longtemps possible à la lutte à la montée et être présent en janvier en Coupe de France. Moi, quand je me fais sortir de Sochaux, on est à 4 points du 3e avec un match en moins. Donc, tu es à 4 points. Ouais, c'est propre. Virtuellement, tu es à 1 point du 3e. Voilà. Donc, je me fais sortir et comme j'ai dit, alors ça me fait chier pour les joueurs. Ça me fait chier pour les joueurs et pour le club. Pour tout le monde, ça me fait chier de les voir là. Et j'espère qu'il leur manque 4 points là pour le maintien. J'espère qu'ils vont faire les 4 points rapidement, quoi. Et c'est pareil, les stats, elles mentent et elles mentent pas des fois, tu vois, là, par rapport à ça. Sur les stats, je crois que depuis mon départ, on était à 1,5, on avait 1,5 points de moyenne, nous, et là, ils sont à 0,75. Ouais. Tu regardes toujours les matchs de Sochaux ? Je les regarde jamais en direct. Ok. Je vais te dire pourquoi. Il y a trop de gens que j'aime là-bas pour que quand je regarde le match en direct, je puisse avoir des mauvaises pensées. Parce que ça reste humain, ça. Ça reste humain. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je regarde pas leurs matchs. Généralement, tous les vendredis, je suis sur un terrain différent. Je vais voir des matchs. Et soit quand je rentre ou soit le lendemain, je regarde leurs matchs. Ok. Ouais, pour avoir quand même un œil sur... En fait, si tu veux, après, tu vois... Il y a des garçons comme Pébernès, Liénard, Mathieu Patouillet, Fatard, je vais pas tous les citer, tu vois, mais Benjamin, je pourrais tous les citer même, tu vois. En fait, si tu veux, ce qui est frustrant, c'est quand ton vestiaire il t'a tourné le dos. Tu vois, quand t'as ton vestiaire qui t'a tourné le dos, tu le sens qu'il t'a tourné le dos, ils t'ont mis de... Mais là, c'est pas du tout le cas. Moi, il y a des garçons qui étaient pas dans les bienveillance. Ouais, non, mais c'est des garçons comme Thomas Fontaine, Bruce Moltenis, il y a certains, même eux, en fait, qui des fois jouaient moins,
j'étais quand même assez proche d'eux, quoi. J'étais assez proche d'eux et puis on a gardé un fil conducteur, on s'envoie encore des messages, on s'appelle encore pour certains, pour beaucoup d'ailleurs. Et tu vois, ça fait partie du jeu parce que c'est aussi ma méthode de management. Parce que dans mon management, je suis un entraîneur qui suis proche de ses joueurs, tu vois. C'est ça, simplement. Tout simplement. C'est ce qui te qualifie, vraiment, honnêtement. Ouais, c'est Mon gentil. sentiment. Toi, aujourd'hui, tes objectifs, c'est quoi? Bon, juste travailler. Je supporte pas d'être à la maison, en fait. Tu vois, et au grand désespoir de ma femme aussi, tu vois, parce qu'elle me voit faire plein de... Tu vois, je tiens pas en place. Donc, je fais du sport, je fais du football. Et puis, comme je tiens pas en place, bah, je me mets à bricoler. Comme un bricoleur du dimanche, en plus, tu vois. Et donc, ça fait pas toujours plaisir à ma femme. À long terme, tu te verrais où? Si je dis, par exemple, dans Karim Mokodem, dans 3, 4 ans, 5 ans. Waouh! Dans le football, ça n'existe pas, ça. Dans le Mais toi, tu football, te vois déjà, où, tu sais par pas ce que exemple? tu vas faire demain, tu vois. Des fois, c'est compliqué, hein. Tu sais, souvent, un entraîneur, quand il sait qu'il commence à avoir une mauvaise passe de résultat, c'est une phrase qui revient souvent dans le métier, il dit: «Je suis en CDD de 15 jours». Tu vois? Et là, tu me demandes à 3-4 ans. Non, là où je serais, je sais pas. Là où j'aimerais être, Ouais, là où t'aimerais être, par exemple. moi, je m'en cache pas, en fait, j'aimerais bien un jour avoir le bonheur de, ça c'est un rêve, hein, d'être dans un staff ou d'une compétition internationale. Ok. C'est-à-dire, tu vois, voilà, être dans un staff d'une équipe qui va faire le championnat d'Europe, qui va faire la Coupe du Monde, qui va faire la CAN, tu vas faire, tu vois, une compétition comme ça internationale, tu sais, vivre un tournoi international de l'intérieur, en fait. Ça, j'aimerais bien, ça serait mon rêve, quoi. Ouais, c'est ton objectif? Bah oui, un objectif caché peut-être. Après, voilà, après il y a plusieurs. Tu peux le faire avec des U23, des U20, Ouais, avec ouais. tu vois, tu peux le faire avec plein d'équipes. Mais j'aimerais bien, ouais. Et là, pour la fin de saison, je peux te souhaiter quoi? Pour conclure? Ouais, soit saison, ben, un bon mercato d'été, voilà, avec un projet, en fait où humainement et sportivement, tu vois qu'on arrive un petit peu à joindre les deux bouts, quoi. Et voilà. Comme je l'ai dit il y a pas longtemps, un de tes confrères, je suis frais, pas du tout usé. Franchement, j'ai du jus, j'ai du Oh, gaz. ça se voit. Ouais, j'ai du gaz. Et, Ah, ça se voit, vraiment. et j'ai vraiment envie de. Le terrain me manque beaucoup, 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 là. Vraiment, il me manque vraiment beaucoup le terrain, quoi. Et bah, c'est tout ce que je voulais te souhaiter. Te retrouver vite un club. C'est gentil. Merci à toi. Merci, Merci, Karim. Elliot. C'est À cool. bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Non, non, moi je suis coach. Moi je suis coach.